Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, les titres les voici. De nouvelles dispositions sont annoncées par le ministère en charge de l'énergie pour limiter la prolifération des points de vente de l'essence frelatée au Togo. L'implantation des stations-service sera désormais soumise à un plan de répartition supervisé par le dit ministère. Puis nous nous intéresserons au secteur de la santé, le déni de grossesse, bien qu'il demeure rare au sein de la société, soit 2 cas pour 1000 grossesses, a fait l'objet d'un reportage porté par notre rédaction. Le compte rendu à suivre dans un instant. Puis à l'international au Gabon, Sylvia Bongo Odemba Valentin, l'épouse franco-gabonaise de l'ex-président du Gabon Ali Bongo, a été incarcérée. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi son avocat. Elle était en résidence surveillée pour des détournements présumés de fonds publics. Conflit israélo-palestinien dans la bande de Gaza, bombardée par Israël après une offensive du Hamas samedi. Des hôpitaux croulent désormais sous les blessés. Des familles entières arrivent les unes après les autres. Le personnel a débordé. La situation est catastrophique, alerte les autorités locales. C'est tout pour le sommaire de ce soir. Nous passons aux détails tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. La prolifération des points de vente de l'essence frelatée résulte d'une mauvaise répartition des stations-service sur l'étendue du territoire national. Le constat est partagé par le ministre en charge de l'énergie et des mines. Donc désormais, l'implantation des stations-service au Togo devra se faire selon un plan de répartition supervisé par le ministère en charge du dit secteur. Le récit de Kofi Klégué. Une dizaine de sociétés exercent au Togo dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures. Si les unes font dans la vente des hydrocarbures, d'autres se sont spécialisées dans la distribution. Cependant, l'on remarque une inégale répartition des stations-service sur l'étendue du territoire national. Les stations-service se concentrent dans les zones urbaines au moment où les zones rurales en souffrent cruellement. Pour équilibrer la répartition des stations-service entre les zones urbaines et les zones rurales, l'État togolais voudrait bien faire la relecture du cadre réglementaire et législatif du secteur des hydrocarbures. Cette relecture va inclure entre autres un plan national d'implantation des stations-service. Ce plan permettra d'assurer une répartition harmonieuse des stations-service conformément aux besoins des populations. En Conseil des ministres mercredi, la ministre en charge de l'énergie et des mines est revenue sur le sujet dans une communication. Cette communication ébauche aussi des efforts supplémentaires à mener pour dissuader les exploitations illégales. Par ailleurs, le secteur des mines connaîtra aussi de légères modifications des textes le réglementant. Ces modifications de textes iront de l'impact négatif de l'exploitation des carrières sur l'environnement et le cadre de vie des communautés aux conditions d'attribution des permis d'exploitation. Un nouveau réseau de braqueurs de moto a été démantelé par la police nationale. Il s'agit de 3 présumés braqueurs et receleurs qui s'en prennent généralement aux motocyclistes sur l'ensemble du territoire togolais, particulièrement dans 3 villes. Les précisions de Bernard Quinvi. La police nationale de nouveau met fin aux activités de l'un des gangs de braqueurs de moto à Lomé dans plusieurs villes du pays. Il s'agit d'un groupe de 3 individus présumés braqueurs et receleurs qui s'en prennent généralement aux motocyclistes. Le réseau, composé de 2 hommes et d'une femme, opère à Lomé, à Tchévié, à Amakpapé et à Ngotien. Selon les explications de la police nationale, l'un joue le rôle d'un client et sollicite les services d'un taxi-moto pour une destination connue des 2 autres. Ceux-ci à moto suivent discrètement le taxi-moto et le faux client jusqu'à un endroit qu'ils jugent propice et assomment leur victime et emportent son engin. C'est ainsi qu'à Zanguera, ils ont attaqué mortellement un conducteur de taxi-moto dans le mois de juin de l'année 2021. En mars 2022, à Ngotien, le même groupe a tué un autre conducteur sous le mur d'Agbogbo. En avril dernier, ces 3 individus avaient violemment attaqué un autre conducteur de taxi-moto à Gamé, le laissant sans vie. Face à ces mésaventures que vivent les conducteurs de taxi-moto, la vigilance et la prudence doivent être de mise à tout moment et en tout lieu.
Nous parlons santé à présent, plus précisément d'un sujet qui passe généralement sous silence. Il s'agit du déni de grossesse, une pathologie selon des experts de la santé qui touche principalement les jeunes femmes. Qu'est-ce qui pourrait en être la cause? Comment arriver à s'en passer? Les éléments de réponse dans ce reportage signé Jessica Rallo, Nadège Arlidja. Bien qu'il soit une situation particulièrement rare et dont très peu de femmes sont appelées à en vivre l'expérience, le déni de grossesse demeure une réalité. Méconnu en grande majorité par la population togolaise en particulier, il désigne le fait d'être enceinte sans en avoir conscience et sans s'en apercevoir. Si des études relèvent que les adolescents constituent la principale cible du déni de grossesse, les experts désignent l'instabilité psychologique comme sa principale cause. C'est une instabilité psychologique qui sera la base. Maintenant, qu'est-ce qui aurait entraîné cette instabilité? Difficile parfois à savoir. Soit la femme traverse une période critique, soit c'est l'auteur de la grossesse qu'elle n'aime pas reconnaître, ou soit elle est en train donc de faire quelque chose par rapport à son objectif de vie et elle n'aimerait pas être enceinte en ce moment. Classé ainsi donc comme une pathologie, le déni de grossesse, comme tout autre d'ailleurs, n'est pas sans répercussions tant sur la femme porteuse que sur le fœtus ou nouveau-né. La conséquence de ce déni de grossesse, c'est qu'à l'accouchement, cette dernière risque d'abandonner son enfant à l'hôpital d'une part, ou risque de l'abandonner en cours de route quelque part, ou encore tuer cet enfant-là, qu'elle n'a pas accepté, elle n'a pas accepté. Cependant, arriver à reconnaître en cas de déni de grossesse ne semble pas un processus aisé, même pas pour les agents de santé. À l'interrogatoire, vous allez peut-être constater que cette femme ne se retrouve pas par rapport à sa date des dernières règles. Et cette femme peut ne pas présenter donc des symptômes liés à la grossesse. Ou même si elle présente ces symptômes, elle va plutôt les orienter vers une autre pathologie. L'examen clinique, l'examen physique et l'échographie permettront donc de retrouver vraiment cet état de grossesse. Mais malgré cette situation ou cet état de grossesse confirmé, la femme restera toujours sur sa position en disant qu'elle n'est pas enceinte. Au-delà de cette série d'examens qui permet de confirmer l'état d'un déni de grossesse, il est recommandé un accompagnement surtout psychologique de la patiente. Ceci dans le but de non seulement l'amener à accepter son état de femme enceinte, mais également pour une prise en charge adéquate et responsable du futur nouveau-né. Et parlons justement de grossesse, l'avortement quant à lui au Togo est permis seulement dans 3 cas spécifiques. Cependant, qu'il soit clandestin ou non, des défis restent à relever en ce qui concerne sa sécurisation. C'est ce que révèle ce reportage signé Gloire Lodonou. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, environ 25 millions d'avortements non sécurisés ont été pratiqués dans le monde, dont 97% dans les pays en voie de développement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Des efforts accrus s'imposent donc, en particulier dans les régions en développement, afin de garantir l'accès à la contraception et à l'avortement sécurisé. Ainsi, les pays doivent élaborer des politiques d'appui et prendre des engagements financiers pour fournir une éducation sexuelle complète, un large éventail de méthodes contraceptives, des conseils de planification familiale adéquats, l'accès à l'avortement sécurisé et légal doivent également faire partie des stratégies prioritaires. D'ailleurs, la prestation de services d'avortement sécurisé et légal est essentielle pour l'atteinte de l'objectif de développement durable relative à l'accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative. Pour rappel, une base de données en accès libre sur les lois, les politiques et les normes sanitaires en matière d'avortement dans les pays du monde entier a été lancée par l'OMS. Elle a pour but de promouvoir une transparence accrue en ce qui concerne les lois et les politiques et d'améliorer la responsabilisation des pays en matière de protection de la santé et des droits humains des femmes et des filles. Parlons d'avortement non sécurisé, il désigne toute interruption de grossesse pratiquée soit par une personne qui n'a pas de compétences ou d'informations nécessaires, soit dans un environnement où les normes minimales médicales ne sont pas appliquées, ou les deux. Toute autre actualité dans cette édition, les autorités togolaises ambitionnent redynamiser le secteur des loisirs et accroître sa contribution au développement économique, mais également à la réalisation des objectifs de paix et de cohésion sociale. Le sujet a été évoqué au récent Conseil des ministres. Promise Pomebe et Kofi Kilge reviennent sur le sujet à travers cet élément. Le secteur des loisirs constitue une véritable source d'opportunités
et un levier incontournable du développement socio-économique. Le Togo, dans la vision de renforcer la contribution du dit secteur à la croissance économique et au développement humain, veut œuvrer à sa redynamisation et accroître sa compétitivité. L'examen du projet de politique nationale des loisirs vise à améliorer la gouvernance du secteur, promouvoir et développer l'industrie des loisirs et celle touristique. Il contribue ainsi à créer des emplois et générer des revenus au profit des communautés locales. L'on devra définir des orientations globales avec des programmes incitatifs, sensibiliser sur les bienfaits des loisirs, assurer la diversification des offres, créer des outils de promotion concrets et accessibles, promouvoir des loisirs traditionnels menacés de disparition, puis favoriser la concertation entre les acteurs. Ceci permettra la réalisation des objectifs nationaux en matière de cohésion et la paix sociale en vue d'un développement harmonieux. Pour rappel, en 2021, les autorités de tutelle ont validé la politique nationale des loisirs et son plan d'action dans la perspective de sortir le secteur des sentiers battus et de lui donner une nouvelle dimension créatrice d'emplois décents et de richesses. Il s'agissait dans un premier temps de diagnostiquer les forces ainsi que les enjeux et défis du secteur, ensuite d'établir le cadre stratégique, le mécanisme de mise en œuvre et de suivi-évaluation. Dans le reste de l'actualité également, nous poursuivons en off. Mercredi, la défense de Vincent Bolloré, mis en examen pour des faits de corruption au Togo, a demandé à la Cour de cassation d'annuler la procédure, estimant sa présomption d'innocence bafouée. Vincent Bolloré, il faut le préciser, est mis en examen depuis 2018 pour corruption d'agents publics étrangers dans l'enquête sur l'attribution de la gestion du port de Lomé au Togo entre 2009 et 2011. Il risque en l'état un procès devant le tribunal correctionnel de Paris. Au Gabon, suite à une nouvelle et longue audition tenue hier mercredi, Sylvia Bongo Odemba, la femme d'Ali Bongo, le président gabonais déchu, a été incarcérée à la prison centrale de Libreville. Une information confirmée par son avocat dans la journée de ce jeudi, qui dénonce une procédure illégale et arbitraire. Les détails. C'est un nouveau coup dur pour le clan Bongo. Sylvia Bongo Ondimba vient d'être incarcérée selon son avocat. Placée en résidence surveillée, l'épouse de l'ex-président Ali Bongo est accusée de détournement présumé de fonds publics. Selon des médias gabonais, l'ex-première dame aurait été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville tard mercredi soir, après une longue audition par un juge d'instruction. Une procédure illégale et arbitraire, dénonce son avocat. En résidence surveillée à Libreville depuis le coup d'État qui a renversé Ali Bongo le 30 août dernier, Sylvia Bongo avait été inculpée le 28 septembre notamment pour blanchiment de capitaux, faux et usage de faux. Les militaires au pouvoir accusent l'entourage d'Ali Bongo d'avoir truqué sa réélection, soupçonnant même l'ex-première dame d'avoir manipulé son époux qui souffre des séquelles d'un grave AVC et d'avoir été la véritable dirigeante de facto du pays depuis 2018. Le mois dernier, plus de 304 millions d'euros, soit 200 milliards de francs CFA en espèces, avaient été découverts dans une des villas de Sylvia Bongo. Tout ceci dans un pays où les pauvres représentent 33,9% de la population. Des soldats de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, sont dits impliqués dans une affaire d'exploitation sexuelle et de violence présumée. Des dispositions seraient prises par les représentants de la mission dans le dit pays, allant des arrestations jusqu'à une exclusion. Le compte rendu sur la situation à travers ce reportage. En République démocratique du Congo, la mission de l'ONU qui opère sur le territoire depuis plus de 20 ans a annoncé mercredi avoir pris des mesures fortes à l'encontre des casques bleus soupçonnés de fautes de conduite grave. Selon les documents internes de la MONUSCO consultés par l'AFP, 8 casques bleus déployés à Béni dans l'est de la RDC ont été arrêtés le 1er octobre et un officier a été suspendu le 8 dans le cadre d'une affaire d'exploitation sexuelle et de violence présumée. L'AFP rapporte que dans l'un des documents, il est indiqué que des bordels et des bars de fortune apparus devant la base de la MONUSCO de Mavivi près de Béni servent pour des relations sexuelles transactionnelles. Les mesures prises contre les soldats concernés incluent la suspension, la détention et le confinement, a précisé la MONUSCO.
Début septembre, le gouvernement congolais avait lui demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies d'accélérer le processus de retrait de la MONUSCO. Nous partons pour le Kenya à présent, où l'association professionnelle des avocats LSK a porté plainte contre la décision du gouvernement kenyan autorisant la culture et l'importation d'organismes génétiquement modifiés. La plainte a été rejetée par le tribunal de l'environnement de Nairobi. Les motifs dans ce reportage. Un tribunal kényan a rejeté ce jeudi la plainte d'une association d'avocats qui contestait la décision des autorités d'autoriser la culture et l'importation d'organismes génétiquement modifiés pour faire face à la grave sécheresse qui sévit dans le pays. Juste après son arrivée au pouvoir en octobre dernier, le gouvernement du président William Ruto avait donné le feu vert à l'importation et à la culture d'OGM, pourtant interdite depuis 2012. Une décision contestée par l'association professionnelle d'avocats LSK, qui la qualifie d'inconstitutionnelle et susceptible de porter atteinte à la sécurité des récoltes. Le juge du tribunal environnemental de Nairobi en a pourtant décidé autrement, statuant qu'aucune preuve ne démontrait un quelconque dommage à la nature ou à la santé humaine causé par la culture et l'importation d'OGM. Mais au-delà des risques liés à la santé, les activistes et groupes de pression agricole estiment que la levée de l'interdiction ouvrirait le marché aux agriculteurs américains qui ont recours à des technologies de pointe et à une agriculture fortement subventionnée, menaçant ainsi les moyens de subsistance des petits exploitants. L'agriculture est le secteur qui contribue le plus à l'économie kenyane, générant plus de 21% du PIB en 2022. Le secteur emploie environ 12% des 19 millions de travailleurs kenyans. Guerre israélo-palestinienne, la bande de Gaza continue par ployer sous les bombardements israéliens qui s'enchaînent sans cesse. De 900 dans la journée d'hier, le bilan côté Hamas fait désormais état de 1427 morts. Des blessés sont dirigés en masse vers les hôpitaux, une situation qui tend à se compliquer pour les centres hospitaliers au vu de la situation. Voici quelques images. Un hôpital de la ville de Gaza a vu des dizaines de blessés arriver dans ses services à la suite de frappes aériennes israéliennes sur la bande sous blocus. Le nombre de morts dans la bande de Gaza est monté à 1200, a indiqué jeudi le ministère palestinien de la Santé, après la multiplication des bombardements israéliens sur l'enclave palestinienne contrôlée par le Hamas, un mouvement islamiste. Le 7 octobre, des centaines de combattants du Hamas avaient infiltré Israël munis d'explosifs pour franchir la barrière séparant Gaza du territoire israélien, attaquant des militaires et des civils. En représailles, Israël a promis d'écraser et de détruire le mouvement islamiste palestinien. Au cœur de cette crise se trouvent les unités de soins intensifs où des milliers de blessés luttent pour leur survie. Un grand nombre d'entre eux dépendent de générateurs d'oxygène alimentés par l'électricité. Alors que les efforts de médiation pour permettre l'entrée de carburant et de fournitures médicales n'ont pas abouti, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté toutes les parties concernées par ce conflit à éviter tout débordement des hostilités. Il a également appelé au respect du droit international humanitaire. Et pendant ce temps, l'Israël continue par renforcer son offensive. Des armes ont été mises à la disposition de plusieurs civils le long de ses frontières. Environ 8000 Israéliens en avaient fait la demande depuis le début de la guerre. Le ministère israélien de la Sécurité a procédé à la distribution d'armes à des dizaines de personnes à Kibbutz Ayelet HaShahar, dans le nord du pays, près de la frontière libanaise. Près de 8000 Israéliens ont fait une demande de permis depuis le début du conflit israélo-palestinien. Pour le ministre de la Défense, Israël doit se défendre. Un tel événement n'est pas arrivé au peuple juif depuis 1945. Plus d'une centaine de personnes ont été enlevées, plus de 1000 ont été assassinées, plus de 3000 ont été blessés et plus de 5000 roquettes ont été tirées. Et ce n'est pas tout. 545 permis d'armes de poing ont été traités et 970 nouveaux permis ont été délivrés. Face à la forte demande, 60 employés supplémentaires ont été affectés au ministère de la Défense.
Ce sera une longue guerre difficile, mais nous l'emporterons. Et malgré les événements difficiles, nous sommes prêts à défendre nos citoyens contre toute menace. Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a annoncé l'achat massif de 10 000 fusils destinés aux équipes de sécurité civile. Ce matériel a déjà commencé à être distribué dans les villes proches des frontières, les villes mixtes judéo-arabes et près de la Cisjordanie. Ce sera donc tout pour l'édition de ce soir. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de soirée et portez-vous bien d'ici là. À demain.